Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, une émission très variée et très chargée. D'abord, on vous parle du printemps, mais pas du printemps arabe, du printemps tibétain. Loïc Tassé, notre spécialiste en questions chinoises, va nous expliquer que le Dalai Lama est devenu un démocrate. Ensuite, est-ce que les jeunes Québécois et les jeunes occidentaux de la génération Internet sont moins engagés en politique que leurs aïeuls, que leurs aînés? Eh bien, une doctorante en sociologie, Sandra Rodriguez, a fait une étude et nous dit qu'il n'en est rien. Ils sont plus engagés qu'ils ne le pensent. Elle va nous expliquer pourquoi. Et finalement, vous avez l'impression qu'il y a de la guerre et de la guerre. Et notre spécialiste des questions militaires, Michel Fortman, vous dit que c'est une victime collatérale, cette opinion collatérale du fait de la médiatisation des guerres actuelles. En fait, il va essayer de nous convaincre qu'il y a moins de guerres qu'auparavant. Mais on commence avec le Dalai Lama qui est devenu un démocrate. Nous sommes de retour et comme promis, on parle du Dalai Lama qui a des élans de démocrate avec notre invité Loïc Tassé. Merci d'être avec nous, Loïc. Bonjour. Alors Loïc, vous êtes chargé de cours, vous êtes expert de la Chine, vous êtes attaché au Cerium, d'ailleurs, un des conférenciers vedettes de nos écoles d'été sur la Chine, qui revient en juillet prochain avec Disons vous. Que je suis fidèle. Tout à fait fidèle. Et donc... nous allons faire preuve d'originalité ici, alors que tout le monde parle de la démocratisation arabe. Nous allons parler de la démocratisation des Tibétains en exil. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de ça maintenant? C'est une grande surprise, en fait. Le Dalai Lama, le 10 mars, a déclaré qu'il ne voulait plus être le grand leader spirituel et politique du Tibet en exil, et il a déclaré que le gouvernement tibétain en exil devrait être une démocratie. Et ici, il faut expliquer aux gens qui ne le savent pas que le gouvernement tibétain n'est pas du tout une démocratie. Il n'a jamais été. C'est une théocratie. Et quand on lit la constitution du gouvernement tibétain en exil, on s'aperçoit que le Dalai Lama est le chef de l'exécutif, du législatif, bien entendu de tout le pouvoir financier, du judiciaire, de l'audit. Nommez le pouvoir que vous voulez. C'est un dieu roi. C'est un dieu roi. C'est lui qui gouverne tout. Et autour de lui, bien entendu, les religieux qui bénéficient de son pouvoir. Or, et avant l'invasion par la Chine communiste, donc avant 1949, c'était ça aussi. C'était le régime au Tibet même. C'était une théocratie. Et depuis ce départ du Dalai Lama actuel, le 14e, ils ont toujours vécu dans l'espoir du retour d'un gouvernement du Dalai Lama à l'intérieur du Tibet actuel. Et on a toujours pensé, d'ailleurs, c'était les critiques démocrates à l'extérieur du Tibet, disaient oui, mais est-ce que ce serait pour remplacer le communisme par une théocratie? Exactement, exactement. Donc on avait ce problème qui se posait. Or, le Dalai Lama décide, tout récemment, non seulement qu'il ne veut plus assumer ce rôle politique, non seulement dit-il qu'il va sortir de là... Oui, il dit d'ailleurs, il a dit à Taïwan, il dit « Je ne veux pas être comme le président égyptien Moubarak, c'est-à-dire me faire mettre dehors. » Oui, oui. Et il dit « Et je ne veux même pas de conseil de régence. » Parce que c'est prévu dans la Constitution aussi qu'il va y avoir une régence lorsque le Dalai Lama va soit démissionner, soit ne pourra plus conserver son pouvoir parce qu'il sera trop malade, ou alors parce qu'il sera mort. Ou parce qu'il est trop jeune. Parce qu'il sera trop mort. Parce qu'il faut dire que normalement, la règle de succession, c'est que le Dalai Lama se réincarne, exactement. À sa mort, il se réincarne. Remarquez qu'il y a eu une certaine errance et il a dit aussi, et je ne suis pas spécialiste en bouddhisme tibétain, mais qu'il pourrait se réincarner de son vivant. Oui. Ce qui me semble assez particulier. Mais enfin, déjà un signe qu'il fallait changer de régime. Il y avait peut-être un problème déjà dans son raisonnement. Mais de toute façon, il nous dit donc, non, je ne veux plus de tout ça. Alors ça pose un grave problème constitutionnel. Ça signifie en fait que le pivot, le fondement même de toute la constitution du gouvernement tibétain en exil ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien qu'on peut faire avec ça. Donc, il est en train de provoquer une crise constitutionnelle. Bon, il a dit ça le 11 mars. Et le 14 mars, donc 3 jours après, les représentants qui, normalement, le procès, se sont réunis pour discuter de ça et ont dit non. Il n'y en est pas question. Ouais. Mais comme c'est lui qui est le leader souverain, l'incarnation du Dieu Bouddha, il a dit non, non, je refuse votre refus et je vais faire ça, quoi qu'il advienne. Okay. Alors, vous reconsidérez la façon dont ça va être fait. Et donc, il a répété quelques jours plus tard encore à Taïwan, il dit la direction, la gouvernance par des leaders spirituels, que ce soit des rois ou des rajas, est maintenant dépassée. Hein? Ça ne doit plus exister. Il dit, je continue parce qu'on ne le croit pas, il dit une institution qui est à la tête à la fois du pouvoir temporel et spirituel, cela doit cesser
cela est dépassé. Exactement. Alors, c'est extraordinaire. On a le gardien de toute cette tradition religieuse qui dit « je n'en veux plus, je veux qu'on devienne une démocratie ». Et soit dit en passant, il y a des élections qui ont lieu, qui viennent d'avoir lieu il y a quelques jours, parmi les Tibétains en exil. On parle de un peu plus de 83 000 personnes pour choisir un premier ministre. Donc, il y a quand même un certain processus électoral qui se fait. Il y a des partis qui se font. Il y a même un candidat qui vient de Montréal. Il y en a un qui vient de Calgary, de Toronto, de Seattle, pour l'Amérique du Nord qui est représenté. Donc, il y a quand même un certain nombre d'élections qui sont, même si ces gens n'ont finalement pas beaucoup de pouvoir, comme on l'a dit, parce que c'est une théocratie. Mais donc, ces gens-là ne veulent pas non plus qu'ils partent. Pourquoi pas? Ce sera à eux le pouvoir, La plupart ne veulent pas. Ils sont complètement conditionnés dans ce système et culturellement, c'est un choc pour eux. Pour eux, c'est une religion autant qu'une gestion. Voilà. Le paradoxe, c'est que le Parti communiste chinois, Attends, lui... on va rester sur parce que donc le Dalai Lama ne nous a rien dit de la transition, comment il comptait déléguer ses pouvoirs à un président élu. Pour l'instant, mystère et boule de gomme, on ne sait pas comment ça va être. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il refuse ça. Évidemment, ça pose toutes sortes de questions. S'il n'y a plus le Dalai Lama qui est à la tête, qui va l'être? Est-ce que ça va être le Premier ministre? Quels sont les mouvements d'opposition à l'intérieur même du gouvernement en exil? Et on en connaît très, très peu sur ces mouvements en opposition. Est-ce qu'il y en avait? Est-ce qu'il répond à une grogne ou non? Il y a des mouvements d'opposition à l'intérieur même du mouvement du gouvernement tibétain en exil, mais parce qu'ils sont en exil, parce qu'ils luttent contre le gouvernement chinois, on essaie de garder ça beaucoup à l'intérieur et on n'en entend pas beaucoup parler. Je ne peux pas vous en dire beaucoup là-dessus, on n'en sait pas beaucoup. De l'extérieur, c'est une surprise. C'est une grande surprise. Conversion surprise. Bon. C'est une surprise. Oui. Alors, évidemment, il y a ce gouvernement en exil avec le 14e Dalai Lama. On attendait le 15e ou le 16e, ou je ne sais pas, j'ai lu qu'on attendait le 17e. Alors, où sont passés numéro 15 à 17? Vous allez m'expliquer ça. Mais les Chinois, eux, ne voient pas cette idée de démocratie au Tibet ou même des Tibétains en exil comme une bonne nouvelle. Et pas pour la raison qu'on pourrait penser. C'est pas parce qu'ils pensent qu'on devrait imposer le communisme, etc. Non, c'est parce qu'il y a un numéro 2 dans la tradition qui s'appelle le Panchen Lama. Et dans la tradition chinoise, le numéro 2, le Panchen Lama, qui est le Bouddha de la méditation, le Bouddha de la connaissance, de la grande sagesse, est celui qui remplace le Dalai Lama à sa mort ou lorsqu'il est trop jeune pour régner. Okay. C'est lui qui, normalement, prend le relais. C'est la transition. Plus que ça, quand le Dalai Lama a quitté en 1959 le Tibet, qu'il est parti en exil donc en Inde, c'est le Panchen Lama, le numéro 2, qui a pris le relais. Le problème, c'est que le Panchen Lama a toujours eu une tradition, en tout cas au XXe siècle, de collaboration avec les autorités chinoises. Dès 1929, il y a une rivalité qu'on a vue entre le Panchen Lama et le Dalai Lama, une rivalité très forte pour des raisons politiques, des raisons de taxation fiscale, etc., qui ont fait que le Panchen Lama, traditionnellement, s'est rapproché énormément des autorités chinoises. Même au plus fort de la révolution culturelle, le Panchen Lama est resté très fortement attaché au gouvernement communiste de la Chine. Et il est toujours vivant? Non, il est mort en 89, si j'ai bonne mémoire. Lui, il ne se réincarne pas. Il se réincarne aussi. Il se réincarne aussi. Mais oui, c'est okay. ça qui est intéressant. Tout est prévu. Et il s'est réincarné? Il s'est réincarné en 90, enfin quelque part par là. OK. Et qui le problème, est le nouveau? c'est ça le problème. C'est qu'il y a 2 équipes qui sont parties à sa recherche. Okay. Une équipe qui était dirigée par le Dalai Lama et une équipe qui était dirigée par les autorités chinoises de Pékin. Bon. Et aux surprises... Ils en ont trouvé chacun. Ben oui. Bon. Comment avez-vous deviné? Quand on cherche bien, on trouve. Ils en ont trouvé 2. Alors, dès que les autorités tibétaines du gouvernement en exil ont trouvé le successeur du Panchen Lama, 3 jours après, il a disparu de la circulation. Les autorités chinoises l'ont enlevé, l'ont emmené en résidence surveillée. En fait, il a ressurgi dans la circulation. Il aurait ressurgi dans la circulation il y a 1 an. Il se porterait bien, mais il ne voudrait absolument pas participer à la vie publique. Et il est présenté comme une victime du gouvernement tibétain en exil. Donc, le Panchen Lama du Dalai Lama a été kidnappé et il ne veut plus, maintenant qu'on l'a retrouvé, avoir cette fonction. Voilà. Mais le Panchen Lama, choisi par les Chinois, lui, est disposé? Il est tout à fait disposé. Il a 20-21 ans. Il a été choisi par un rite ancestral, paraît-il. Son nom a été tiré au sort d'une urne en or qui est dans le temple des lamas à Pékin, etc. Et surtout, il a été éduqué par les autorités chinoises, les autorités de Pékin, qui en ont même fait un conseiller de l'Assemblée consultative du peuple chinois. Donc, il siège. Il siège, et plus que ça, donc il est très, très, très proche des autorités chinoises. Par conséquent, le gouvernement tibétain en exil se trouve avec un problème très sérieux sur les bras. Le Dalai Lama est âgé. Il va mourir, malheureusement, dans quelques années, 10 ans. Il a une vie très saine.
Oui, mais il va finir par mourir. Oui. Et donc le Panchen Lama, normalement, devrait prendre le relais. Or, le Panchen Lama est très pro-chinois. Oui, mais il n'est pas reconnu par les gens du Dalai Lama, donc les Tibétains En exil. ne Mais ce le n'est pas la même reconnaissent chose pas. pour le peuple au Tibet même. Oui. Les Tibétains eux-mêmes, une partie en tout cas de la population tibétaine, va, elle, oui, reconnaître le Panchen Lama comme étant le véritable Panchen Lama, parce qu'il a quand même été aussi choisi par des bouddhistes, parce qu'il y a quand même un certain nombre, si vous voulez, de preuves sur lesquelles s'appuyer pour dire que oui, c'est le Panchen Lama. Ça a été fait à l'intérieur de certaines formes. Alors on a ce paradoxe qui est tout à fait extraordinaire, où vous avez un gouvernement religieux qui renie les principes religieux pour s'en aller vers la démocratie, et vous avez un parti communiste chinois qui, en théorie, est athée, qui devient le protecteur de la tradition religieuse. C'est ça. D'ailleurs, le Dalai Lama a déclaré si une majorité de Tibétains a le sentiment que l'institution du Dalai Lama n'a plus de sens, alors cette institution doit cesser d'exister. Il n'y a aucun problème. Mais, ajoute-t-il en riant, note la dépêche de presse, il semblerait que les Chinois soient plus inquiets pour cette institution que moi, le Dalai Lama. Oui, voilà, ça illustre ce paradoxe dont je parlais tout à l'heure. Mais ça pose quand même pour le mouvement tibétain en exil un sérieux problème. Une fois que le Dalai Lama sera disparu, pourront-ils trouver un leader aussi charismatique que lui? Très difficile. Un leader élu. Un leader élu à ce moment-là. Donc, il y a une dynamique politique, parce que d'une part, ils auront un leader élu qui pourra, lui, devenir séduisant auprès des jeunes Tibétains qui sont moins religieux et qui sont davantage démocrates. Donc, exactement. En ce sens, s'il est un bon leader élu, il sera une menace pour la sécurité et la stabilité tibétaine. Plus que ça va même amener des fonds probablement de l'étranger, parce que, évidemment, on n'aura plus l'argument, on ne pourra plus dire ce n'est pas une démocratie, c'est une théocratie. Donc oui, ça va amener des fonds, une reconnaissance internationale plus grande d'une certaine manière. Encore faudra-t-il savoir s'il est très charismatique. Il faut bien comprendre que le Dalai Lama est très aimé de par le monde. Est-ce que ce sera la même chose d'un leader élu? C'est quelque chose qui s'est construit à travers les décennies. Ça prend du temps, en effet. Plus d'un demi-siècle. Mais d'autre part, on a le Panchen Lama. Oui, mais à la mort du Dalai Lama, normalement, il doit se réincarner. Oui. Et donc, les Chinois pourraient affirmer qu'ils ont trouvé sa réincarnation. Gageons qu'ils vont le trouver avant les Tibétains ou en même temps. Alors, lorsque ce sera fait, il y aura des chants dans les montagnes tibétaines. Et on va terminer avec ça. Vous nous suggérez d'écouter quoi exactement? Ce sont des chants de gorge tibétains. C'est très caractéristique de ce qu'on entend là-bas. C'est très particulier. Je pense qu'il faut avertir les gens. Ce n'est pas un problème de ne pas ajuster votre appareil. N'ajustez pas votre appareil. Mais c'est très caractéristique donc de ce qu'on trouve là-bas. Loïc Tassé, merci beaucoup pour cette histoire fascinante qui se passe dans un autre coin que le nord de l'Afrique et le monde arabe. Et on vous retrouve probablement dans notre émission d'ici juillet. Et sinon... À l'école d'été. À l'école d'été sur la Chine, qu'on a renommée cette année Chine Superpuissance. En effet. Loïc, on écoute grâce à vous Un-Ur-Tu, chant tibétain des montagnes. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée. Nous allons parler maintenant de la génération apathique la plus branchée de l'histoire avec notre invitée Sandra Rodriguez. Merci d'être avec nous. Merci. Alors Sandra, vous êtes doctorante en sociologie ici à l'Université de Montréal et vous vous intéressez à la façon dont la génération actuelle de jeunes, on va définir ça, est ou non engagée dans la vie politique. Alors j'ai lu certains de vos écrits et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous êtes retourné à 1954, où le général de Gaulle avait quelque chose à dire au sujet des jeunes de son époque. Que disait-il? En effet, le général de Gaulle, à l'époque, se plaignait de l'apathie des jeunes. Il se plaignait que c'était très difficile de faire bouger les jeunes, sauf pour des questions de salaire ou des restaurants universitaires, la cantine. En fait, il disait, si vous voulez que les jeunes se mobilisent, il faut les déranger dans leur petit train-train quotidien. Ils pensent généralement à eux, ils sont égoïstes, apathiques, autocentrés. 10 ans plus tard, en 64, il y a un auteur, Maurice Crubelier, qui dit la même chose. Exactement la même chose. En fait, cette fois-ci, déjà, il donne une légitimité à l'apathie des jeunes, c'est-à-dire qu'il dit, bon, c'est vrai que les jeunes sont apathiques, mais c'est aussi parce que nos sociétés sont hyper complexes, que les choses vont beaucoup plus vite et que la réflexion politique a de la difficulté à suivre cette évolution.
Donc, j'adorais cette citation parce que j'ai dit, tiens, ça commence à ressembler beaucoup à ce qu'on dit encore aujourd'hui. Or, c'était 4 ans avant les événements de mai 68 et il parlait des jeunes Français, parisiens, dans les universités. On disait, ils sont apathiques, ils ne font rien. Oui, d'ailleurs, il y a ce fameux article publié dans Le Monde quelques mois avant mai 68, dont le titre était « La France s'ennuie ». Exactement. Bon. Et là, on a repris cette idée d'une génération apathique depuis déjà au moins une décennie, je Exactement, dirais. oui, vous avez raison. Et là, à ces jours-ci, on se rend compte que les jeux vidéo et les réseaux sociaux où ils sont en train de perdre leur temps jouent un rôle dans la mobilisation, enfin, d'une jeunesse, la jeunesse arabe, qui est tout sauf apathique. Bon, je ne vais pas vous demander votre avis sur le renversement du gouvernement tunisien, mais on va faire encore un petit peu de placement générationnel parce que vous reprenez disons une séquence que moi, je n'avais pas vue de l'engagement des citoyens. Alors d'abord, les citoyens d'avant 1946, donc Deuxième Guerre mondiale et avant, ce sont les gens qui sont tournés vers le devoir. Comment vous les caractérisez? En fait, c'est une enquête, l'enquête à laquelle vous référez, c'est une enquête qui a décidé de comprendre un peu comment la signification qu'on donne à une action engagée change d'une époque à l'autre. Okay. Donc, juste pour ajouter peut-être une petite nuance, il rappelle que c'est pas que chaque génération oublie ou délaisse d'autres formes d'engagement. Les formes d'engagement coexistent, mais la signification qu'elles donnent à l'importance d'une action se transforme selon les contextes. Okay. Donc, la génération dont vous parlez, qui naît entre deux guerres, elle a compris l'importance de la guerre. Elle est dans un contexte où les informations peuvent être reprises par l'ennemi. Donc, le plus important n'est pas de montrer une image négative du pays, mais de travailler à ses partis politiques et donc de travailler au niveau interne. Okay. On décide de jouer sur les partis politiques, d'en créer un à la limite, on de est dans le financer. l'institution Dans pour protéger le l'institution, pays. et on fait attention à l'image qu'on projette à l'étranger. Alors ensuite, on a évidemment les baby boomers de 46 à 64. Alors ça, c'est un autre type d'engagement. Définissez-le. Effectivement. Donc là, c'est papa n'a pas raison. Donc on refuse l'ordre établi. Les institutions sont là pour montrer une image de nous qui est fausse. Et les médias commencent à prendre une place très importante dans les revendications. On peut penser notamment aux manifestations contre la guerre au Vietnam qui ont complètement changé la politique américaine et qui ont fait prendre une position à la jeunesse américaine qui disait « Nous voyons les images de la guerre au Vietnam. Ça allait plus loin que simplement « Nous ne voulons pas nous enrôler. Nous refusons que notre gouvernement mène ce genre d'action. Nous militons dans la rue. » Donc, c'est à mi-chemin entre le politique, parce que le jeu de pouvoir est entre les citoyens et les institutions. Donc, l'objectif est de remettre en question les institutions. Mais il prend un nouvel espace qui est la rue. Donc, la rue devient plus importante que jamais comme façon de contester, mais aussi comme façon de changer l'opinion publique. Donc, on commence à utiliser les médias pour dire, on ne va pas juste écrire une lettre à notre député, on va inviter les journalistes à venir à une manifestation et de façon organisée, orchestrée. Et on va penser même à se mettre des fleurs dans les cheveux, à brûler des soutiens-gorge, à envoyer des fleurs dans les fusils des soldats. On crée des images. D'accord. Ensuite, de 65 à 76, c'est une séquence que l'on choisit et qui tout ça est sujet à débat, bien sûr. Alors, il y a la fameuse génération X. Alors moi, je les aime beaucoup. Oui. Je n'en fais pas partie, mais je les aime beaucoup parce que la génération X, on a dit d'eux qu'ils n'avaient pas d'avenir. Et notamment par leur situation économique, on leur prédisait un avenir lamentable. Donc, on les a appelés X pour dire « no future », pas d'avenir. Par contre, ce qui est intéressant aussi de cette génération, c'est qu'ils ont complètement délaissé les formes d'organisation traditionnelles. On ne les voyait plus en politique, on ne les voyait plus sur la place publique, mais ils ont investi le mouvement punk, ils ont investi le rap, et la sphère musicale devient une façon de contester les inégalités ou de donner une voix aux exclus. En d'autres termes, c'est un peu comme si on se disait il faut parler publiquement de choses dont on ne parle pas dans l'espace public politique, mais il faut en parler publiquement. Et donc, on conteste. Donc, mais c'était un engagement. Donc, ici, au Québec, c'était pas le refus global, c'est l'acceptation globale. Enfin, c'est une façon de dire qu'on ne voulait pas changer le système. Donc, c'est une forme de désengagement militant. C'est un désengagement militant aussi dans la mesure où il n'investit plus le politique, mais le communautaire. Un exemple de ça, M. Obama, donc, que tout le monde connaît, et à mi-chemin, quand vous disiez les chiffres se débattent, c'est effectivement le cas, les générations ne sont jamais tranchées. Et plusieurs membres de la génération X
considère qu'il leur ressemble, c'est-à-dire qu'il est un peu à mi-chemin entre les baby boomers et les X, et il a fait le parcours de plusieurs X, c'est-à-dire qu'il s'investit d'abord dans le milieu communautaire. Ouais, il est organisateur communautaire à Chicago. Exactement, donc on s'intéresse au milieu communautaire, on décide de travailler sur les valeurs des citoyens, au niveau donc de la transmission de connaissances, on va travailler sur l'éducation, l'alphabétisation et la reconnaissance. Quand je disais de voix exclue, c'est qu'on va commencer à parler d'homosexualité, faire des émissions de télé où on en parle. L'objectif étant moins de transformer les institutions, parce que la génération X se méfie des institutions. Ils considèrent que les baby boomers sont là pour rester. Ils vieillissent dans leur place de pouvoir. Donc, puisque c'est fermé, ce future-là est fermé. Changeons les mentalités d'une façon beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus, je ne dirais pas sournoise, parce que c'est tout à leur avantage, mais en disant il faut changer les mentalités de l'intérieur. Donc, le plus important, c'est la culture. Bon. Et là, on vient, né après 76, la génération des .com ou des .com. Alors, c'est de celle-là qu'on va parler. Bon. Effectivement. Alors, comment? Alors, c'est celle-là dont on dit qu'elle est apathique, qu'elle est toujours à la télé, toujours sur les écrans. Et vous dites, non, vous comprenez rien. Elle a son propre niveau d'engagement. Voici comment il s'exprime. On vous écoute. En fait, il y a plusieurs positions sur le sujet. C'est-à-dire que quand les nouvelles technologies et l'utilisation de ce qu'on appelle le Web 2.0, qui est un web d'échange, en fait, pas juste le web où on va chercher de l'information, mais où on peut en diffuser aisément, la retransmettre, l'utiliser, la transformer, comme sur des plateformes comme YouTube, par exemple, ou Facebook, ou Twitter. On a deux réactions, c'est-à-dire soit des gens qui craignent, qui disent « oui, mais ça ne change absolument rien, ce ne sont que des gadgets et avec raison, disent, par exemple, qu'on parle des événements en Tunisie, dont vous parliez tout à l'heure, ce ne sont pas des téléphones cellulaires qui prennent la rue, ce n'est pas Facebook qui se fait pousser des pattes et qui prend la rue. Donc, on démystifie rapidement l'objet culte de ces nouveaux médias. Le danger, c'est qu'en démystifiant ça, on ne comprend pas ce qui se transforme. Et ce qui se transforme, plusieurs suggèrent que les jeunes sont en train de développer une nouvelle forme d'organisation, une nouvelle forme de manifestation, un nouveau rapport à l'espace public, justement en reprenant les mêmes exemples de la Tunisie, en créant une page Facebook qui s'appelle « Nous sommes tous Khaled Saïed ». Khaled Saïed étant le jeune Tunisien qui s'est immolé devant le palais de justice. En fait, ce serait le jeune Tunisien qui a été battu à mort par la police. C'est un autre. Et qui a créé toute une vague de contestation chez les jeunes. C'est la première page Facebook qui a fait autant de fans, donc d'amis qui se joignent à cette page-là. Et sur la page commencent des discussions, il faut prendre la rue. Encore une fois, on dit oui, mais donc il y a quand même eu des organisations traditionnelles. Oui, la nuance, c'est que ces gens ne se connaissent pas. Ah voilà, c'est ça. C'est pas un groupe préétabli. C'est pas un groupe préétabli. Il n'y a pas de membership. Il n'y a pas une identité. Il n'y a pas de leader. Et encore une fois, ça prend toujours un phénomène comme les références dont vous parliez tout à l'heure de Maurice Crubellier. Depuis que je travaille sur mon projet de thèse, depuis 2006, donc j'ai toujours un intérêt, mais avec un petit sourire, souvent un peu condescendant, en disant « oui, mais c'est intéressant, les jeunes s'intéressent à la politique sur le web, mais ils en discutent entre eux sur leur page Facebook, mais est-ce que vraiment ils vont s'investir? » Et qu'est-ce que vous répondez? Et je me dis, ben voici une belle vague d'événements. Oui. Alors, laissons le monde arabe et regardons chez nous, hein, donc, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Donc, effectivement, on voit que les jeunes sont sur Facebook et ils s'envoient le dernier clip de Lady Gaga. Ils s'envoient aussi ceux qui s'intéressent. Dans toute génération, il y a ceux qui s'intéressent à la politique et ceux qui ne s'y intéressent pas. Et ils s'envoient des articles, ils s'envoient des vidéos, ils disent ce qu'ils pensent du dernier événement politique. Est-ce que, c'est là où c'est intéressant, est-ce que c'est de l'information de spectateurs et à quel moment est-ce que vous déterminez que non, c'est de l'engagement? En fait, c'est justement ce qu'il y a de plus complexe à déterminer. Pour chacune des générations dont on a parlé tout à l'heure, on détermine ça par la suite. C'est-à-dire qu'au moment même, il y a plusieurs réflexions sur le mouvement des années 60 qui disent on ne savait pas ce qu'on faisait, en fait. On se rendait à des événements, on improvisait, et quand ça avait un impact, on apprenait de nos actions. Melucci, notamment, dit les actions sont porteuses de sens et le deviennent subséquemment. Melucci, pardon. Alberto Melucci. D'accord. Qui est un sociologue italien. D'accord. Donc, Alberto Melucci, sociologue italien, met en question le fait que chacune des actions menées par les mouvements organisés est porteur de sens et qu'elle provoque une suite de nouveaux mouvements basés sur ces actions-là. Alors, dans cette génération-là, il y a un amalgame complexe. Quand on essaie de faire un lien direct entre l'utilisation des médias sociaux et des réseaux sociaux comme le sont Facebook et Twitter et l'engagement concret sur le terrain, il y a
là un problème parce qu'il n'y a pas de suite logique. Or, j'ai interviewé de nombreux jeunes, tous âgés entre 20 et 35 ans, certains très engagés, certains membres de partis politiques, certains membres d'organisations comme Greenpeace, certains absolument désengagés et qui disaient de ne pas s'y intéresser, et beaucoup de technophiles. OK. Et vous avez trouvé que des gens qui se disaient apathiques, non engagés, non politiques, en fait, l'étaient. En fait, l'étaient, du quoi? moins, selon les critères d'évaluation de Statistique Canada jusqu'à présent pour évaluer l'engagement des générations. Par exemple, ils vont se tenir informés, lire énormément les médias, pas toujours les journaux, mais les journaux sur le web. Or, ce n'est pas juste une source d'information comme on le faisait traditionnellement. Il y avait les lecteurs du Devoir, les lecteurs de la presse, les lecteurs du Journal de Montréal. Là, ces jeunes-là se mettent à regarder BBC, ils regardent Le Monde, ils vont chercher des médias complètement indépendants, donc indie médias, qui ne sont pas les journalistes. Et souvent, ils n'y vont pas. C'est leurs amis qui leur envoient les liens. C'est En fait, ça, c'est la libération des articles et des clips par les réseaux sociaux. Jamais personne serait allé voir ce magazine indien, mais l'article qui a attiré l'attention de quelqu'un fait le tour du monde. Oui, et il y a un mélange des deux. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont aller sur le site de la BBC de façon régulière, les matins, en se levant, en déjeunant. Mais un ami leur envoie, par exemple, comme vous dites, une contre-information indienne, et là, ils sont capables de faire le pour et le contre. Et là, ils vont envoyer des fois 2 articles en même temps, ou carrément reprendre des informations et les commenter. Donc, envoyer aux gens une information journalistique, la commenter à même l'information journalistique, et de là s'ouvrent des débats entre jeunes que j'ai pu observer notamment sur Facebook sur des sujets anodins. Par exemple, quelqu'un qui dit que son épicerie lui a coûté beaucoup plus cher cette semaine, et les gens se mettent à contester, oui, mais c'est à cause de telle raison. Et donc, il y a des petits mini-espaces publics qui se créent sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est au niveau de l'information et du commentaire de l'information. C'est le niveau, disons, 1 de l'engagement, c'est la conscience et la discussion. Mais ensuite? Mais c'est là où ça devient le plus important. Quand je vous disais tout à l'heure que les mouvements sociaux des années 60 décident de créer un nouvel espace public à travers les médias, c'est-à-dire qu'on s'entendra dans chaque génération, il y a toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, des gens engagés, des gens moins engagés. Les militants de l'époque commencent à organiser leurs mouvements sociaux de façon à parler aux médias avant les politiciens. En se disant, une fois que les médias sont de notre côté, ils sont capables de faire pression sur l'opinion publique et l'opinion publique fera pression sur les politiciens. Ces jeunes-là, ces jeunes militants, cyber-militants... Non, alors ça, vous venez de décrire les années 60. Alors maintenant, on est maintenant... Avec les nouveaux cyber-militants aujourd'hui, en 2011, il se produit quelque chose de similaire, mais qui ne fonctionne pas avec les mêmes modes d'organisation ni les mêmes cibles. C'est-à-dire que les jeunes militants d'aujourd'hui, au lieu d'essayer d'intéresser les médias pour jouer sur l'opinion publique, vont directement essayer d'influencer l'opinion publique, mais de façon virale. Donc, on va d'abord parler à ses amis, nos amis vont parler à leurs amis, ces amis-là vont parler à leurs amis. L'objectif est le même, modifier l'opinion publique et de là pouvoir avoir un impact sur les institutions. Mais l'objectif demeure quand même de jouer d'abord et avant tout, comme vous l'avez dit, au niveau des consciences. Donc, l'objectif n'est plus d'attirer les médias pour que ceux-ci s'occupent de modifier les consciences. On se dit, faisons fi des médias. On le fait nous-mêmes. D'accord. Et là, c'est les États-Unis et Obama qui a été le meilleur vecteur de ça. Lui, il est passé à une autre étape. Il a dit, ma campagne électorale de 2008, je vais l'organiser presque d'abord avec les réseaux sociaux. Et je vais dire aux gens, vous êtes chacun chez vous, je vais vous mobiliser, vous organiser, vous donner des tâches. Et là, les gens ont pris les tâches. Exactement. Est-ce que c'est le cyber-Uber exemple, l'organisation de la campagne de 2008, mais est-ce que ça se fait à d'autres niveaux chez nous, parmi les gens que vous avez interviewés? En fait, c'est exactement la même logique qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que dans le cas de la campagne Obama, on jouait beaucoup sur une logique qui est très présente dans le milieu des médias sociaux, c'est-à-dire le do-it-yourself, le faites-le vous-même, et le partage. Donc, on joue énormément sur le partage. Dans le cadre de la campagne d'Obama, par exemple, on a demandé aux gens de faire eux-mêmes campagne. Donc, au lieu de jouer sur l'organisation, jouer sur les faits virals et individuels, et jouer sur l'individualisme non pas comme un égocentrisme, mais comme une liberté individuelle et un potentiel individuel. Alors, on leur demandait d'imprimer et de passer leur tract, de faire des appels auprès des indécis. D'ailleurs, on voyait qu'il y avait des gens à Montréal et à Vancouver qui appelaient des indécis au sud de l'Iowa parce qu'ils avaient... Donc, ils s'étaient mis à disposition et ils faisaient ça chez eux sans jamais rencontrer un organisateur électoral.
Et on leur a même donné le droit de modifier à leur guise la campagne. Donc, on donnait des images de baraques, en l'appelant simplement baraque, en disant « faites vos propres clips sur baraque ». D'accord. Donc, on a carrément délaissé le contrôle en disant on fait confiance à la capacité intellectuelle des citoyens. Alors ça, évidemment, ça répond à un besoin de le faire soi-même et d'être respecté dans son individualité. Mais du point de vue de l'organisateur de campagne, c'est dangereux parce que ça peut ouvrir à des dérives. Mais en fait, je ne me souviens pas, puis j'ai suivi la campagne de 2008, qu'on donne des exemples de dérives graves. Et c'est là où, en fait, il y a peut-être une réflexion importante à mener. Dans le cadre de Wikipédia, par exemple, la création de Wikipédia, beaucoup d'intellectuels ont eu la même crainte. Il va y avoir des dérives. Or, quand on fait confiance à l'intelligence des masses, il y a une espèce d'autocensure qui se crée, les gens se surveillent entre eux et finalement, il y a moins de dérives que si on laisse le pouvoir entre certains groupes plus petits. Il y a plusieurs théoriciens en ce moment des réseaux sociaux qui commencent à se poser la question comment ça se fait que plus on est nombreux, plus le message passe clairement. Et donc, pendant longtemps, on s'est dit, oui, mais le débat public ne peut pas être ouvert à tous. Avec les médias sociaux, on dit peut-être qu'il peut l'être et plus aisément qu'on le pensait. Donc, pour beaucoup de jeunes militants d'aujourd'hui, l'importance, quand je disais que c'est de travailler sur les consciences de façon individuelle, c'est aussi de dire à chacun, il en tient à toi, à chaque personne à qui j'envoie le message, de décider ce qu'il fait avec ça. Alors, il y a ça. Il y a aussi le choix individuel. Vous donniez un cas où une jeune fille disait « Moi, je ne suis pas engagée », mais elle était dans des réseaux sociaux, elle donnait à Greenpeace, elle n'achetait que du café équitable ou ce type de décisions individuelles dans sa vie qui sont des formes d'engagement. En fait, pour plusieurs, et là, ça peut encore être sujet à débat, et je suis toujours ouverte justement à ce qu'on puisse en discuter, puisque je m'intéresse à la signification que les acteurs donnent à leurs actions, ce ne serait pas ma position en tant que chercheur de dire alors ça, c'est de l'engagement, ça, c'en est pas. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de comprendre ce qu'eux définissent comme étant de l'engagement. Et pour plusieurs, ce qui devient le plus important, c'est l'efficacité des résultats, plutôt que l'identité ou la formule que prend l'action. Et en ce sens-là, plusieurs me répondent qu'ils considèrent qu'ils vivent dans un milieu très individuel, où ils n'ont pas beaucoup de pouvoir collectif, même si quand je leur demande en termes de conscience, ça oui, ils croient à leur pouvoir collectif, dans les pratiques ordinaires, ils n'en sont pas très convaincus. Et donc, ils se replient sur les actions qu'ils peuvent faire eux-mêmes au quotidien. Donc, des gens que j'interviewe me disent « Ben, je suis pas sûre, marcher dans la rue, ça va vraiment donner quelque chose. » Plusieurs m'ont ressorti l'exemple de manifestations contre la guerre en Irak, en disant on a beau faire même des pétitions virtuelles contre notre gouvernement en ce moment, ça donne pas grand-chose. Je vais me replier sur ma consommation bio, mes achats équitables, en autant que mes valeurs restent intègres. Je me sens satisfait avec mon engagement. Mais il y a aussi une volonté quand même d'être dans la rue. Alors, parfois, c'est ludique. Donc, c'est les flash mobs, où en France, ce sont les cocktails spontanés. On se dit, bon, on va tous prendre un cocktail à 5 heures sur la place de la ville. Il y a comme un ressort qui dit, il faut sortir de nos écrans et se retrouver. Alors, on n'a pas vu ça encore au Québec, non? Si, il y a quand même des tentatives de flash mob qui sont passées pour encore plus ludique, peut-être parce qu'ils n'avaient pas une... Alors, décrivez flash mob. Un flash mob, c'est très semblable à ce qui se faisait dans les années 30 en Espagne lors de la guerre civile espagnole. Ah bon? C'est-à-dire, c'est une manifestation éclair. Puisqu'il y a une répression, dans des systèmes où on considère que la répression est trop grande, sous les régimes de Pinochet, ça se faisait aussi. Les gens se donnent un message, passent des tracts. On ne se connaît pas, mais les tracts sont laissés là et les tracts disent où se situer et quand. Naturellement, c'était beaucoup plus dangereux à l'époque parce que c'est plus facile qu'un policier se retrouve sur le chemin, trouve le tract et soit capable d'organiser la contre-manifestation. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, grâce au la téléphonie mobile, les textos, ça se fait beaucoup plus rapidement et beaucoup plus discrètement que jamais auparavant. Donc, une flash mob, c'est une manifestation spontanée, qui a l'air spontanée, parce que tout le monde a reçu un message qui dit 3 heures dans le parc, on s'habille en ninja et on danse dans le parc. C'est effectivement très ludique. Et puis au Québec, quels sont les exemples? Au Québec, en fait, il y a eu des danses, des parties d'Halloween organisées dans les métros. Ah, d'accord. Donc, les jeunes envahissent le métro, tous déguisés, et se mettent à faire le party, mettre de la musique. Et je crois que ça a moins de portée, peut-être parce qu'ils sont aussi moins nombreux que quand on voit des images à New York, à Londres ou à Paris. Mais c'est un peu la même logique. Très bien.
Merci infiniment pour cet éclairage. En fait, c'est vraiment un phénomène qui se déroule sous nos yeux. Et comme vous le dites, ce n'est qu'avec le recul qu'on peut en comprendre l'importance et l'impact. Donc, je rappelle, Sandra Rodriguez, que vous êtes doctorante en sociologie. On a hâte de lire le livre. Est-ce que vous avez un titre? Non, je n'ai pas encore de titre, mais j'essaie bien de... Passez-moi le mot, je trouve une... Ce ne sera pas Engagement 2.0, mais en tout cas, moi, lorsqu'il sortira, j'en ferai état sur ma page Facebook, je vous promets. C'est très bien. Merci. Et puis, qu'est-ce que vous avez choisi comme plage musicale pour clore notre propos? J'ai choisi Diams avec Génération Non-Non parce que je trouvais qu'elle montrait bien que ce sont des jeunes qui disent non, en fait, à la démagogie et non à l'ordre établi, mais qui, même en refusant quelque chose, ça peut être une forme d'affirmation. Et dites-nous qui est Diams. Diams est une jeune rappeuse française, parisienne, d'origine maghrébine et qui ne ressemble en rien au rappeur traditionnel français. Donc, elle-même est, comme les jeunes d'aujourd'hui, métissée, zébrée, transformée. Individuelle et engagée. Et engagée. Merci beaucoup, Sandra. Et on écoute, grâce à vous, Diams, La Boulette, Génération Non-Non. Ouais, je déconne, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette, sortez les briquets, y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville, y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie, y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000, y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide, me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines, je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi, je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Ici Jean-François Lisée. Nous allons discuter aujourd'hui avec notre invité Michel Fortman du rôle de l'armée pour former l'État et du rôle de l'État pour utiliser l'armée parce qu'il vient d'écrire un ouvrage majeur à ce sujet. Merci d'être avec nous, Michel. Bonjour. Alors, Michel, vous êtes professeur de sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Vous dirigez le Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale et vous venez de publier aux éditions Economica Les cycles de Mars, révolution militaire et édification étatique de la Renaissance à nos jours. Dans ce livre, vous faites une synthèse de la connaissance humaine sur la question et vous tentez de démontrer pas à pas ce que Charles Tilly avait formulé ainsi: l'État a fait la guerre et la guerre a fait l'État. Je vais surtout vouloir vous parler de la situation contemporaine, mais dites-nous d'abord, revenons dans le passé, pourquoi dire une chose pareille? Alors, en fait, il faut regarder la période historique dont je parle, qui va en fait de la fin du Moyen-Âge environ jusqu'à, je dirais, surtout jusqu'à 1945, qui est une période au cours de laquelle la guerre a beaucoup changé, mais surtout sur le plan technologique. Okay. Donc, on pourrait dire, ces changements technologiques qui ont eu lieu, je dirais, à peu près tous les siècles. En gros, ont suscité ce on pourrait appeler des révolutions, c'est-à-dire des changements complets de la façon de se battre. À la base se trouvent en fait souvent des armements. Juste pour vous donner une série d'exemples, le premier cycle dont je parle, le titre du bouquin c'est les cycles de Marx, c'est l'introduction de la poudre dans les arsenaux militaires, autant maritimes que terrestres, durant la période, je dirais surtout, du 15e siècle, 15e, 16e siècle. Okay. Donc on voit comment ça change la façon de se battre, exactement. Mais en quoi est-ce que ça change l'État? Voilà. C'est que, en fait, surtout si vous pensez à l'artillerie, par exemple, à l'époque, compte tenu des moyens financiers extrêmement limités des États, c'est pas tout le monde qui pouvait se payer des canons, par exemple, donc équiper aussi leurs soldats de différents arquebuses, mousquets, etc. Donc les États ont été amenés, s'ils voulaient, et presque tous les États faisaient la guerre à l'époque, s'ils voulaient être capables d'être en mesure de compétitionner avec leurs voisins, ils étaient obligés de se procurer l'argent nécessaire donc, pour effectivement obtenir par exemple ces armes et engager aussi ces soldats. Ce faisant, ils ont été amenés à moderniser leur système administratif et surtout leur système fiscal, justement. Parce qu'il fallait collecter cet argent sur tout le territoire. Vous avez ce lien entre changement au niveau du champ de bataille, c'est-à-dire au niveau des technologies, un nouveau type de bataille, de combat, et l'impératif financier qui amène donc les États eux-mêmes à se gratter la tête et se dire « mais comment je vais obtenir ce fric ?» Et donc,
de là qu'ils mettent sur pied un système, ce qui est le système fiscal d'aujourd'hui. Autrefois, en fait, si vous prenez les rois du Moyen-Âge, un roi vivait de son bien. Donc, ses terres avaient des récoltes et c'est là-dessus qu'il vivait. Il avait son territoire duquel il tirait ses revenus. La guerre coûte de plus en plus cher. Ça, vous pouvez le calculer, le montrer de façon linéaire à partir du Moyen-Âge en montant. Les coûts de la guerre en termes de moyens vont augmenter de façon croissante, amenant l'État à avoir une emprise de plus en plus grande à travers l'ensemble de son territoire. C'est ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que la guerre fait l'État. Voilà. Ouais. Et aussi, non seulement l'État, pas n'importe quel État, c'est-à-dire l'État bureaucratique, centralisé, moderne d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous regardez le nombre, par exemple, d'entités politiques qui existaient en Europe au Moyen-Âge, vous allez en avoir à peu près 700, 800. C'était les villes-États, les principautés. Un patchwork, donc une composition de micro-États, de villes-États, de principautés, etc. etc. Okay. Ces États, petit à petit, vont simplement disparaître par un processus darwinien d'élimination. Les petits vont être absorbés par les gros, souvent par la guerre. Ouais. D'une part, vous avez les États qui sont capables de faire face aux défis financiers, techniques, industriels, qu'est la guerre moderne, et d'autre part, ceux qui ne sont pas capables et qui vont se faire littéralement absorber. Le résultat, c'est que finalement, à l'époque moderne, vous retrouvez avec peut-être 6 ou 7 grandes puissances qui vont dominer l'Europe et un nombre beaucoup plus restreint d'États, donc, qui sont les États d'aujourd'hui. Donc, toutes les économies d'échelle, l'organisation militaire et l'organisation fiscale, l'organisation bureaucratique pour gérer cet argent. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la modernisation technique des armées va amener donc une modernisation aussi de l'État en termes bureaucratiques, en termes administratifs. Les premières en fait, organisations qui commencent véritablement à se professionnaliser, c'est adopter des uniformes, des codes de comportement précis, etc., vont être les armées. Ce ne sont plus en fait on pourrait dire des soldats à moitié sauvages là, qui des milices, ou des mercenaires. Vous voyez, au Moyen-Âge, on parlait en fait de grandes bandes qui ne respectaient aucun droit, etc. Petit à petit, donc, l'armée va être ce premier exemple, disons, de modernisation à tous les niveaux, au niveau juridique, au niveau technique, etc. Et cette modernisation va avoir des retombées pour l'ensemble de l'appareil d'État. Donc, lorsqu'on crée une hiérarchie pour mieux faire la guerre, le reste de l'État dit « Ah, regarde, cette voilà organisation, un modèle qui est intéressant. Voilà un bon modèle, donc on l'applique ailleurs. » Exactement. Bon, alors, on comprend pourquoi donc, la guerre fait l'État dans ce premier mouvement, mais une fois que l'État est fait, en quoi est-ce que le passage, l'arrivée de la mitraillette ou du char d'assaut modifie l'État? Oui. Modifie la guerre, modifie l'État. Là, on a sauté une étape. C'est-à-dire que je vous ai parlé de on la ne pourra pas première... toutes les faire. On ne pourra pas faire tous les cycles. Non, c'est ça. Mais disons on va prendre 3 cycles quand même. Le premier, je vous en ai parlé. Donc, et ce premier cycle donne naissance à ce qu'on pourrait appeler le premier modèle d'État, qui est l'État absolu, l'État absolutiste, monarchiste européen. Deuxième révolution qui va être plus... alors que la première est plutôt technique, la seconde va être plutôt politique. 1792... c'est la date à laquelle la France, pour la première fois, mobilisé l'ensemble de sa société pour faire face à l'ennemi, pour défendre la révolution. Lever en masse signifie que, et ça c'était tout à fait unique en termes d'histoire militaire, c'est que tout à coup l'État demandait à tous les citoyens de se porter à la défense dans ce cas-là, de la Révolution. C'était la Grande Armée. Et, attention, la Grande Armée, c'était la période napoléonienne, donc qui va suivre. Mais dans un premier temps, ça va être une levée en masse, une mobilisation de l'ensemble de la société, qui a permis en fait à la France de mettre des centaines de milliers de soldats sur le terrain, contre des armées qui, à l'époque, étaient des petites armées professionnelles qui étaient absolument incapables de faire face à ces meutes de Français avec le bonnet phrygien, la bave aux lèvres, etc. C'est dans ce contexte-là, vous voyez que la Marseillaise, c'était un chant extrêmement belligérant, belliqueux. Ouais. On va abreuver nos sillons du sang de l'ennemi. Vous voyez. Donc,
Alors, vous avez une montée en puissance de la, on pourrait dire, de la société comme appui de l'État, en fait aussi du patriotisme, si vous voulez, qui va être un changement fondamental, je dirais, dans la structure des États modernes. On ne va plus parler d'État absolutiste, on va parler d'État-nation. Okay. Donc, la deuxième révolution militaire donne naissance, ce qu'on pourrait appeler, à l'État-nation. Mais ce que la Révolution a fait aussi, en fait, c'est un miroir. La Révolution fait entrer la nation dans les affaires de l'État, et pour défendre ce nouvel État, la nation entre dans l'armée. Mais vous avez une sorte d'échange qui se fait à ce moment-là, c'est-à-dire que le citoyen donne sa vie à l'État pour le défendre. L'État a à ce moment-là un certain nombre de responsabilités vis-à-vis de lui, et il doit lui donner aussi un certain nombre de droits, qui dans ce cas-là sont promis par la Révolution. Donc vous voyez, il y a une sorte de contrat social qui se fait et qui va changer la nature des régimes politiques, qui vont par nécessité devenir plus démocratiques du fait de cet échange. Et d'accord, et rendons-nous le char d'assaut, parce que je veux qu'on fasse la bombe nucléaire ensuite. Le char d'assaut. Oui, d'accord. Ce qui va changer au moment de la Première Guerre mondiale, si vous voulez, d'une part, c'est-à-dire que nous avons une révolution militaro-technique qui est celle de l'industrialisation de la guerre, donc qui est surtout sensible à la croissance de la puissance de feu, qui va en fait rendre la principale victime de la croissance de cette puissance de feu dans la guerre des tranchées, c'est justement ces millions de soldats patriotes qui n'ont que leur corps finalement à donner à la patrie, mais qui vont devenir de la chair à canon en tant que tel. Ce sacrifice, par exemple, dans le cas de beaucoup de pays, 10 millions de morts quand même Première Guerre mondiale, 50 millions pour la Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte, va apporter la victoire à certains pays. Donc France, Angleterre, par exemple, États-Unis, etc. Les États vont être obligés, face à ce sacrifice, de donner à ce moment-là à la population un ensemble de choses. Et en fait, on pourrait dire que l'État-providence, donc l'État qui intervient à tous les niveaux de la société, au niveau de l'éducation, de la santé, des affaires sociales, des pensions, etc., est né dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Du fait de ce sacrifice énorme qu'ont fait la plupart des familles de l'époque, etc., il est devenu normal que l'État puisse... Le résultat, c'est qu'un État à providence, donc, qui va s'occuper de ses citoyens de la naissance à la mort, doit aussi intervenir au niveau de l'économie partout. C'est l'État libéral qui ne touche à rien en tant que tel qu'à ce qu'on appelle 2 ou 3 fonctions régaliennes, comme défense, justice, etc., n'a pas les moyens de faire ce que fait l'État à providence. Donc nous avons l'État keynésien qui apparaît donc dans ce sens-là. Tendance qui est initiée avec la Première Guerre mondiale et qui trouve sa pleine expression après 1945. Alors après 1945, arrive quelque chose, c'est la guerre nucléaire qui a cette capacité de destruction telle qu'au lieu d'avoir une politique de stratégie, comment allons-nous attaquer ou se défendre, on a une politique de dissuasion, comment faire en sorte que personne n'attaque et qu'on n'ait pas à se défendre. Donc, on est dans un autre principe complètement. Exactement. C'est-à-dire que cette longue évolution qui a été marquée par 3 révolutions s'achève. Et en même temps, je veux dire, la croissance du Léviathan, c'est-à-dire de l'État moderne, arrive à, je dirais, peut-être à son terme. Après 1945, on ne peut plus dire que la guerre est un des moteurs principaux de la croissance de l'État. En fait, c'est un paradoxe parce que là, on arrive avec l'arme nucléaire à l'arme absolue, une puissance inégalée, mais cette puissance inégalée rend la guerre impossible. Et à partir de là... La guerre frontale, la guerre principale. La guerre industrielle. Ouais. Donc, il n'est plus question de se mobiliser. Certains États l'ont essayé, c'est-à-dire de se préparer à l'éventualité d'une guerre nucléaire à grande échelle. Oui, là, vous parlez de dizaines de milliards de dollars qui sont dépensés dans les années 50 pour créer des souterrains où des proportions importantes de la population seraient protégées. Il y a peu de gens qui savent, par exemple, que l'ensemble du système d'autoroutes américain a été créé à l'époque d'Eisenhower, justement pour permettre l'évacuation des villes en cas de guerre nucléaire. Et je dirais, au début des années 60, il y a une réalisation.
c'est que simplement la guerre n'est plus possible. Ça ne sert à rien. Ouais. Exactement. Ouais. Soit on va tous mourir, soit on va tout faire pour l'empêcher. Exactement. Et à ce moment, en fait, je veux dire, tout ce qui est en fait les dépenses de défense aussi deviennent, comment dire, elles ne peuvent plus croître de la façon dont elles croissaient dans les décennies précédentes, dans la mesure où il y a d'autres demandes sur l'État, des demandes au niveau économique, au niveau social, qui vont restreindre de plus en plus la part de la défense. Alors évidemment, il y a des conflits au Vietnam, en Corée, Oui. En Irak, en Afghanistan, mais vous démontrez, chiffre à l'appui, que depuis 1945 et surtout depuis 1960, il y a une chute du nombre de conflits, Oui. une chute du nombre de soldats, en fait, en proportion de la population, là, c'est très net, Exactement. un peu partout dans le monde, et une chute de la part relative Oui. des dépenses militaires. Effectivement, et vous parliez tout à l'heure en fait de la disparition du service militaire, de la conscription, c'est-à-dire que la conscription était un de ces éléments de mobilisation qui est d'une importance politique cruciale du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Conscription disparaît complètement, donc qui était un de ces symboles de cette... Vous avez une statistique de 1990 à 2003, le nombre de soldats dans le monde décroît d'un tiers. Oui, D'un c'est tiers. ça. C'est énorme. Et en fait, on peut dire à peu près la même chose au niveau des dépenses de défense. Le nombre de conflits, par exemple, dans le monde va aussi diminuer, je dirais, depuis la fin de la guerre froide, d'environ entre 35 et 40 par année. Ce sont des conflits majeurs, à aujourd'hui peut-être entre 14 et 15. Donc, on est à la fin des cycles de Mars. Est-ce que c'est terminé? L'État ne se fait plus? La guerre ne fait plus l'État? Certains le disent. C'est-à-dire que c'est en tout cas, je pense qu'il y a un consensus parmi les spécialistes pour dire que les guerres industrielles interétatiques sont en voie de disparition, sinon elles ont complètement disparu. C'est une bonne nouvelle. Oui, absolument. Il n'y aura pas de tome 2. C'est pour ça que je vous propose de façon très pacifique, en fait, comme thème musical, Les eaux de Mars, interprété par Pierre Barou. Donc c'est une chanson brésilienne très poétique qui est en fait, qui fait écho au cycle de Mars, mais de façon beaucoup plus paisible. Chef Fortman, merci beaucoup. Et je rappelle le titre de votre livre, Les cycles de Mars, aux éditions Economica, et on écoute, grâce à vous, Pierre Barou, Les eaux de Mars. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é resto de toco, é pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. Vous pouvez la revoir ou voir les émissions précédentes sur le site du Cerium, cerium.ca, ainsi que des liens vers les informations liées aux entrevues que nous avons réalisées. Et j'en profite pour vous dire que vous allez trouver aussi sur le site du Cerium la programmation des écoles internationales d'été du Cerium pour juillet prochain. Je vais vous en parler brièvement. Les écoles auront lieu du 4 au 16 juillet, en 2 périodes d'une semaine. Vous savez, ce sont des écoles qui se déroulent chacune sur 6 jours avec un thème particulier. Et il y en a au total 7 cette année. Je vous donne les thèmes. La Chine, superpuissance, une vision générale des questions politiques, économiques, environnementales de la Chine par plusieurs professeurs et conférenciers. Les États-Unis, en 2011, une nation sous tension. Nous serons bientôt à 1 an des présidentielles de 2012 et nos experts vont nous expliquer comment la société américaine est en train d'évoluer. Les droits de la personne sur Terre, un diagnostic. Nos collègues de la faculté de droit vont faire un tour d'horizon de la situation des droits de l'homme dans le monde et du droit international sur cette question. Le modèle scandinave, les outils pour le succès. Nous allons tenter d'expliquer en quoi les Scandinaves réussissent toujours à être au sommet des palmarès, que ce soit sur la croissance économique, la longévité ou la lutte contre la pauvreté, entre autres. Dans la deuxième semaine, nous avons un cours sur la diversité biologique avec nos collègues de géographie, de biologie et de droit sur l'état de la situation, les enjeux et les approches de gestion sur toutes ces questions d'air protégé, les valeurs de la biodiversité, les biens et services écologiques. Nous revenons avec l'école Gérer une crise internationale où les étudiants et les participants de la société civile, comme vous, est invités à gérer une crise internationale avec les outils pour vous permettre de le faire. Et finalement, j'ai gardé en dernier cette nouvelle école, le Printemps arabe, où des experts vont nous expliquer pourquoi
la situation a été aussi intéressante et continue de l'être dans le monde arabe. Qu'est-ce qui explique les révolutions en cours? De quelle nature sont-elles et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les mois et les années qui viennent? C'est l'école Le Printemps arabe. Toutes les informations sont sur le site du Cerium, cerium.ca. Les inscriptions sont ouvertes. Nous espérons vous y voir. En terminant, je remercie l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme, Jocelyn Forget, Félix Lajeunesse, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.